bonsoir et bienvenue à Droit des Réponses. Droit des Réponses, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à la rentrée scolaire, à la préparation de la rentrée scolaire 2023, qui est un véritable chemin de croix pour les parents, notamment. Et il faut indiquer, pour reprendre la grande une du quotidien Le Jour, vie chère, une rentrée scolaire difficile, titre donc le journal. Des parents en particulier, écrit le journal d'Aman Mana, notamment chez les déplacés de la crise anglophone, peinent à trouver les moyens pour faire face aux contraintes. Et dans le septentrion, note l'œil du Sahel, les populations font face à la hausse des prix des céréales en cette veille de rentrée scolaire. Une situation pour les populations du Grand Nord aggravée par la fermeture de l'agence touristique Voyage. C'est le calvaire à bord, écrit Mutation, qui observe qu'avec la suspension de touristique Voyage, eh bien, le transport des personnes et des marchandises en partance, en provenance et à l'intérieur du Grand Nord sont sérieusement perturbés depuis quelques jours. Le gouvernement ne peut-il pas prendre des mesures pour alléger les souffrances de ces populations, notamment en cette veille de rentrée scolaire? Ces populations asphyxiées par l'inflation, ces populations qui dorment à même le sol et sous les moustiques dans les agences en attendant un bus qui les ramènera de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré après avoir obtenu les tickets à des prix parfois surréalistes. Et pour rester dans les transports et pour rester sur les routes, Émergence nous apprend que le budget de construction de la route Ebolova à Com2, Kribi, est en hausse de 8 milliards de francs CFA. Par un décret du président de la République signé le 22 août dernier, le Minepat est habilité à signer avec une banque londonienne un accord de prêt d'un montant de 7 milliards 832 millions de francs CFA pour le financement de la construction de la route Ebolova à Com2, Kribi. Cela s'ajoute à celui de 130 milliards de francs CFA dont la signature de la convention avec la même banque britannique a été autorisée le 4 août dernier, ce qui porte le coût global du projet à 138 milliards de francs CFA. Doit-on s'inquiéter de cette rallonge budgétaire pour une route qui avait été promise par le président de la République aux populations en 2011 alors qu'il était au comice agro-pastoral à Ebolova? Doit-on s'inquiéter lorsqu'on sait que le problème du projet d'autoroute Douala-Yaoundé, ou mieux Yaoundé-Douala aujourd'hui, suspendu ou abandonné, avait commencé à peu près de la même façon? Faut-il rappeler que le projet de construction du complexe de Lembe, dont les travaux ont démarré en mars 2017 et qui devrait être bouclé au bout de 30 mois, n'est toujours pas livré, 77 mois après, avec 3 fois le budget initial déjà consommé? Quel est le problème des infrastructures au Cameroun? Peut-on conclure à des mauvais choix stratégiques ou à des détournements de fonds publics masqués? Tout cela ne renvoie-t-il pas à l'étranger l'image d'un pays de gabegie financière? Et au sujet justement de l'image du Cameroun à l'étranger, il faut noter cette grande une du journal Émergence cette semaine. Diplomates camerounais priés de quitter le territoire américain. En effet, dans une correspondance à la représentation diplomatique camerounaise, on apprend que plusieurs travailleurs de l'ambassade du Cameroun à Washington ont un délai de 30 jours à compter du 3 août 2023 pour rentrer au pays. Le département d'État qui a émis la correspondance cible surtout certains diplomates camerounais qui ont déjà passé 20 ans aux États-Unis, alors que les personnels affectés à une mission étrangère bilatérale en tant qu'agent diplomatique, entre autres, pour cela, bien évidemment, la durée d'acceptation de l'accréditation aux États-Unis est de 60 mois, soit 5 ans, en tout cas depuis le 2 août 2021. Yaoundé a-t-elle oublié ses diplomates en poste à Washington ou bien ceux-ci se sont fait oublier pour les besoins de la cause? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des réponses de ce dimanche 27 août 2023 en direct de Yaoundé, avec comme invité sur le panel ce midi, j'introduis tout d'abord Aristide Mono. Bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous les téléspectateurs. J'aimerais profiter une fois de plus de votre plateforme pour envoyer un message à tous nos compatriotes qui de plus en plus sont englués dans les filiations
purement tribaliste, dans le régionalisme grossier, ceux-là qui pensent que la prise de position sur des questions publiques devrait être conditionnée par des rationalités d'ordre tribaliste, par des appartenances tribalistes. Il faut signifier aux uns et aux autres qu'il y a des questions qui, dans une république qui se veut normale, avec une nation assez établie, doivent amener les uns et les autres à transcender ces différentes appartenances, amener les compatriotes à un moment donné à mettre en avant l'idée de la nation, l'idée de l'identité nationale. Et il me semble que la tangente que nous sommes en train de récupérer nous mène, croit comme ça, vers une certaine radicalisation, vers un certain extrémisme qui pourra certainement nous amener dans une certaine rwandaisation de la société camerounaise. Et ce qui choque le plus, c'est l'émargement des personnalités insoupçonnées à ces logiques purement tribalistes. Ça veut dire des gens, des personnalités publiques, des personnalités médiatiques, politiques, qu'on ne pouvait jusque-là soupçonner d'actes de tribalisme, sont rentrés dans ce jeu. Et il est maintenant au courant de constater sur les réseaux sociaux, d'observer sur les réseaux sociaux des Camerounais, des personnalités qui assument leur tribalisme. C'est comme si désormais c'est un trophée, c'est ma foi une certaine reconnaissance. On se demande bien si au niveau des villages, on a institué des commissions en charge de surveiller ceux qui ne vont pas faire allégeance à la tribu à chaque fois qu'on a à se prononcer sur une question publique. Donc, il faut que nous essayions de mesurer la portée négative de cet acte, de mesurer également la guerre civile qui frappe à nos portes à travers ces différents émargements, que nous soyons un peu plus responsables, surtout des personnalités publiques, personnalités médiatiques, personnalités politiques qui devraient normalement arbitrer, qui devraient normalement jouer le rôle de régulateur, mais qui malheureusement sont en train de se laisser emporter par la vague tribaliste qui secoue aujourd'hui notre nation. Merci une fois de plus, Duval. Merci Aristide Monod d'être sur le plateau de droit des réponses. Sur le plateau également, Roger Justin Noah, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, Duval Fankwa. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce qu'on appelle désormais la capitale poubelle. Tellement les poubelles jonchent les rues et quartiers de la capitale, suffoquant les populations, pendant que les en haut d'en haut, comme aime à le dire Aristide Monod, continuent à respirer l'air. Et pour eux, le Cameroun vit. Permettez-moi maintenant de saluer les copanélistes, de saluer nos militants sympathisants, surtout nos camarades qui restent encore détenus dans les prisons de Yaoundé et Douala. Je voudrais dire, M. Fankwa, que récemment, le président national du MSC a lancé un appel à contribution qui fait jasser nos amis du RDPC. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que les partis politiques sont habilités à lancer des appels de fonds vers leurs militants, vers leurs sympathisants. C'est bien inclus dans la loi sur les partis politiques. Et il faut pouvoir faire remarquer que le mouvement pour l'instant du Cameroun a des otages en prison. Et ces otages-là n'ont jamais, je dis bien jamais, depuis qu'on a commencé à nous arrêter nos camarades en 2019, ils n'ont jamais pris la ration carcérale ou ce qui en tient lieu. Lorsqu'ils sont malades, nous débloquons les fonds pour les soigner. Et d'ailleurs, nous allons au-delà, nous soutenons même quelquefois les familles. Et vous saviez que nous avons toujours lancé des campagnes pour contribuer à la scolarisation de leurs enfants. Ça, aucun parti politique n'a jamais fait dans ce pays. Parce que pour nous, MSC, la solidarité est une pierre angulaire de notre projet de société. Et je voudrais, au nom du directoire, remercier nos militants sympathisants qui continuent à se sacrifier, à contribuer pour que nous soyons en mesure de tenir face à ces dépenses-là. Et je voudrais vous rappeler, par exemple, qu'il y a certains qui vont sortir à Douala le mois prochain. Il nous faut plusieurs millions de francs CFA pour payer les dépenses et les amendes. Voyez-vous, on n'a pas non seulement condamné nos camarades qui n'ont absolument rien fait à des lourdes peines, mais aussi à des amendes de dépenses, à des montants astronomiques. Donc, il faut pouvoir avoir de l'argent pour faire tout ça. Et c'est pourquoi nous cherchons de l'argent. Et je voudrais rappeler à l'opinion nationale internationale que nos comptes ont été bloqués. C'est depuis 2020. Et le reste, jusqu'à aujourd'hui, malgré les procédures judiciaires que nous avons engagées, eh bien, tout le monde constate que la justice
aux mains de l'exécutif et le RDPC peut en faire ce qu'ils veulent. Donc ce gouvernement du RDPC a fait tout pour nous asphyxier financièrement, mais grâce à nos vaillants militants et sympathisants, ici ailleurs, nous tenons et nous allons continuer à tenir. Justin Noah, vous êtes cadre du MRC, le mouvement pour la naissance du Cameroun. Lucien Bidima, bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Je vous souhaite la bienvenue à partir de Douala pour que vous présentiez cette émission ici. Je voudrais féliciter deux personnalités, si vous me le permettez. La première, c'est le ministre d'État Fam Dongo, secrétaire général à la communication du parti, qui a organisé hier dans son village cette émulation de la jeunesse, ce renforcement des capacités sur le plan local. Ça fait encore une fois de plus voir non seulement la culture, mais également la participation que certains de nos responsables politiques peuvent faire pour encourager la jeunesse. La deuxième, c'est le commissaire divisionnaire, Mme John Christine Les Jeunes. Elle aussi, dans son village, j'ai été très émerveillé par cette attirance qu'elle fait dans son village, toujours d'amener la jeunesse à se responsabiliser mieux. On était là-bas hier et on a vu tout ce qu'elle essaie de faire pour développer non seulement sa contrée, mais également pour participer à cette émulation de la jeunesse. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut s'en féliciter. Ces deux personnalités, j'ai été invité par ces deux personnalités, j'étais vraiment très ému. Si tout le monde pouvait le faire au niveau du village, si on peut aller au-delà des joutes politiques ou bien des récriminations que je viens d'entendre ici, tribalistes d'un côté ou bien revendications de l'autre côté, et que nous essayons d'asseoir véritablement cette solidarité. La solidarité, quand nous le faisons, quand nous travaillons au quotidien, c'est pour le bénéfice de la population, pour le bénéfice de la jeunesse, et c'est très important. Je voudrais enfin, je crois que ce que M. Mono vient de dire ne nous concerne pas, parce que nous, dans le RDPC, le RDPC est le seul parti qui est implanté dans toute la République du Cameroun, dans toutes les familles, dirais-je d'ailleurs. Et nous essayons d'aller au-delà. Quand on regarde les mesures gouvernementales prises pour lutter contre le tribalisme, je voudrais m'associer en disant que le tribalisme ne peut pas être une raison, un projet de société de qui que ce soit. Nous devons être à même de savoir que nous sommes d'abord des Camerounais. Nous pouvons avoir des divergences de points de vue, mais nous devons avoir une convergence au niveau du développement de notre pays, au niveau de l'avenir de notre pays. Et j'attire toujours l'attention de tous ceux qui se lancent dans ce phénomène, de faire très attention, parce qu'on ne joue pas avec la République. Nous, dans le RDPC, nous essayons de faire tout ce qui est possible pour lutter contre ce phénomène, parce que c'est un phénomène ambiant qui peut à terme détruire notre identité, notre pays. Je me sens d'ailleurs très bien, je finis par là, quand je suis à l'ouest, moi qui essaie de parcourir, ou que je suis au sud, comme j'étais hier, je me sens toujours chez moi. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas prêter l'attention à quelques individus qui peuvent surfer sur ce phénomène, peut-être pour embrigader la société. Non, le Cameroun est un pays, je rassure à M. Mono, le Cameroun est un pays qui ne peut pas basculer dans la guerre civile. Nous avons plus de centaines d'ennemis. Les Camerounais se sentent bien chez eux, mais il faut continuer à condamner. Je tire là du chef de l'État lui-même à condamner tous ceux qui peuvent surfer sur quoi que ce soit en ce qui concerne le tribalisme, parce que ce n'est pas un projet de société. Donc je vous remercie de m'avoir invité et je voulais faire ce petit point. Merci Lucien Bidima, vous êtes militant du RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Je voudrais, messieurs, qu'on ouvre cette émission par cette affaire de violence contre les militants du MRC à Sambilma. Vous avez parlé dessus tout à l'heure, Lucien Bidima. Roger Justin Noah, on indique dans un communiqué que nous avons reçu du secrétaire national aux droits de l'homme du MRC, Maître Désiré Sikati, nous avons reçu un communiqué dans lequel il dénonce des violences qui ont été faites contre les militants du MRC qui s'étaient organisées dans le cadre des opérations de renouvellement, des opérations électorales. Alors, il se trouve qu'il y a eu des violences qui ont été perpétrées contre ces militaires. De façon précise, que s'est-il passé à Sambilma? Bien, vous savez, le mouvement pour l'instant du Cameroun, depuis quelque temps, en train de renouveler les bureaux des organes de base.
Cette fois, le 26, c'est-à-dire hier, c'était le tour de la région du Sud. Et le 21 août dernier, nous avons, comme d'habitude, écrit au gouverneur de la région du Sud pour l'informer du calendrier électoral du parti dans la région du Sud. Notamment, c'était d'abord prévu de samedi à dimanche aujourd'hui, mais on a ramené tout à hier samedi. Donc, le gouverneur était bien informé et il savait exactement les arrondissements dans lesquels devrait se tenir cette élection-là. Et je précise que ces élections, pour éviter de créer des problèmes utiles, aller solliciter des lieux publics, nous avons décidé de les tenir dans les domiciles des responsables concernés. Partout, que ce soit à Samelima, à Bolova, à Kiosi ou à Mbam. Mais à Samelima, nos camarades étaient regroupés pour l'élection du bureau de la Fédération communale de Samelima. C'est alors que les forces de l'ordre ont surgi pour les disperser. Et sans présenter un document qui les interdit de se réunir dans un domicile privé. Ils n'étaient pas dans un lieu public, je le précise bien. Parce que la loi est claire. On déclare lorsqu'il s'agit d'une réunion dans un lieu public. Mais là, il s'agit bien d'un domicile privé, et en l'occurrence, le domicile de notre camarade Wobassi Pierre Raoul. Les forces de l'ordre sont invités. Et face aux militants qui leur demandaient, nous sommes dans un domicile privé, vous n'avez rien à faire ici. Ils ont répondu par une violence indescriptible, une violence inacceptable dans une république, même bananière comme le Cameroun. Une violence tellement forte qu'on aurait cru que c'était des bandits. Et tout le monde avait des images. Ces images parlent d'elles-mêmes. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, qu'on prétend être une démocratie apaisée, on peut, autant de cette manière-là, empêcher des militants d'un parti politique légal de mener tranquillement ses activités? En violentant les militants de cette manière, il fallait voir comment on les tirait. Certains sont blessés. Pire encore, on les a enfermés. Et jusqu'à présent, on n'a notifié aucune garde à vue. Mais dans quel pays nous sommes? Quand même, je pense, dans ce pays, il y a une loi qui régule tout ça, notamment le code de procédure pénale, tout ça. Mais pas de garde à vue, ils sont toujours. Quel est le motif? On ne dit pas. Le sous-préfet n'était pas dans la ville, le préfet n'était pas dans la ville, le commissaire central non plus, on n'arrivait à voir personne. C'est comme si ces autorités sont entendues pour ne pas pouvoir recevoir le moindre appel, n'est-ce pas, du directoire du MSC. Mais ça ne s'est pas passé seulement comme ça à Samelima. À Ebolova, les forces de l'ordre ont surgi aux environs de 17h, entre 17h et 18h, pour interrompre les opérations qui se déroulaient au domicile de celui qu'on va appeler désormais l'original élu, à M. Abesolo Jules Blaise, pour demander aux gens d'arrêter. Certains étaient en train de manger, vous vous rendez compte? On lui demande, il est chez lui, dans sa concession, il avait fait deux grandes tentes pour abriter les camarades qui étaient là. On lui demande de démonter ces tentes-là, certains étaient en train de manger, on leur dit non, allez manger hors de la concession, allez manger dans un bar. Voilà où on est arrivé au Cameroun. Vous êtes chez vous, vous êtes en train de faire une réunion où les gens qui arrivent sont connus, identifiables. Et les gens sont en train de manger, on leur dit que non, vous n'avez plus le droit de manger ici, il faut aller manger en route. Mais quel est ce pays-là? Je voudrais, en regardant droit à la caméra, et notamment le président de la République qui a été nommé, il faut le dire, par le Conseil constitutionnel de ce pays en octobre 2018, je voudrais lui demander de requérir le délégué général de la Sécurité nationale afin que celui-ci instruise les forces de l'ordre de nous déporter, nous, les militants et sympathisants du mouvement pour l'instant du Cameroun, dans notre pays. Parce que nous avons l'impression que nous ne sommes pas des Camerounais. Quand nous montrons notre pays, quand nous rapatrie dans notre pays, nous en sommes arrivés là. Parce que, voyez-vous, est-ce que parce que le Sud est la région d'origine du président national, qu'un parti politique ne peut plus y mener sa activité? Est-ce que parce que le Samelima est la ville d'origine du président de la République, qu'aucun parti politique ne peut plus y mener ses activités? Ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez, avec quelques temps, nous voulions organiser un meeting à Ebolova. Ils nous avaient arrêtés environ à 15 km de la ville, nous disant que non, on ne peut pas y arriver, comme si nous n'étions pas des Camerounais. Est-ce qu'il y a une partie du territoire où les Camerounais n'ont pas droit d'y aller? Si c'est le cas, qu'on nous dise que non-Camerounais, n'allez pas. Bon, si nous ne sommes pas des Camerounais, je le redis que le président de la République demande qu'on nous appartient dans notre pays. Très bien.
Alors, je voudrais, avant de donner la parole à Lucien Bidima, indiquer que le président de la République au Cameroun a bel et bien été élu au cours de l'élection présidentielle d'octobre 2018 et un mandat qui court pendant 7 ans et qui devra aller jusqu'en 2025. Et bien évidemment, les résultats de cette élection présidentielle, comme le précise la Constitution, ont été rendus publics par le Conseil constitutionnel. Lucien Bidima, lorsque vous écoutez ces récriminations contre les militants du MRC, quel est le sentiment que vous avez? On croyait que cette époque était révolue, où on intimidait les militants politiques. On a bien vu que le MRC a organisé ses activités, ses opérations électorales de renouvellement des organes de base dans plusieurs villes du Cameroun sans anicroche. D'où vient-il que pour le cas des Bolova, de San Milima, que le problème se pose au point où les militants sont violentés, comme on l'a vu dans les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux? D'abord, je voudrais vous féliciter Equinox d'avoir d'abord corriger quelque chose qui était très grave. J'ai toujours dit à ceux qui viennent sur Equinox que c'est l'une des chaînes de télévision les plus regardées au Cameroun et dans la diaspora. Donc nous devons être sérieux, préparer notre émission lorsque nous venons sur Equinox et faire très attention des déclarations que nous pouvons faire qui peuvent déstabiliser ces pays. Merci d'avoir rappelé que le président Paul Biya a été élu naturellement, avec un score de plus de 70%. Et ça ne souffre de rien. Et d'ailleurs, nous n'en sommes même plus là. Dans quelques 1 ou 2 ans, nous allons repartir aux élections. Alors, mais je reviens au niveau de San Milima. Je veux d'abord rappeler que le Cameroun a des lois. Et parmi ces lois qui régissent non seulement le déroulement, le fonctionnement des partis politiques, il faut se rappeler que le professeur Kamto a été l'un des artisans. Que ce soit au niveau des lois qui régulent le fonctionnement de la société, les lois qui régulent le fonctionnement de nos partis politiques. Non, cet éminent professeur. Non, il ne faut pas dire ça comme aucun. Il faut dire au Camerounais. Ça, c'est les lois de 90, il n'y était pas. Cet éminent professeur dont j'ai le plus grand respect a beaucoup participé dans le rayonnement juridique ou juridictionnel, si vous voulez bien, de notre pays. Alors, on ne peut pas aujourd'hui comprendre que le MRC ne veuille pas respecter les lois de la République. On ne peut pas comprendre que le MRC croit qu'il est un parti hors la loi, un parti qui peut se lever et faire n'importe quoi. D'ailleurs, vous avez suivi Monsieur Noir. Comment se fait-il lui-même? Il vient de dire le contraire et de donner même un argument au niveau de la justice ou au niveau de la police. Comment se fait-il que dans votre domicile privé, vous convoquez une réunion politique? Vous-même, vous organisez les élections, alors que cela n'a pas été déclaré, alors que vous n'avez pas... C'est interdit par quel texte? Non. Tout regroupement politique qui peut amener ou susciter des problèmes. Imaginez, tout simplement, allons dans un cas simple. Il y a élection dans votre domicile. Il y a les gens qui ne sont pas d'accord avec le modèle électoral et puis s'en suivent peut-être des problèmes. Et les vies sont mises en danger. Oh, la République a le devoir de protéger les vies. La République a le devoir de faire respecter les lois de la République. Si vous appelez vos amis pour manger je ne sais pas quoi, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que vous y allez avec un motif politique, ça veut dire que vous-même vous avez suscité le regroupement. Et l'État est là pour veiller non seulement à vos biens, mais également aux nôtres. Parce que quand il y a un motif ou une raison politique, ça peut venir du MRC, ça peut venir des gens qui peuvent même être infiltrés pour mettre en danger le MRC et pour démontrer que peut-être ce parti n'est pas sérieux. Or, l'État est là pour démontrer la force publique de protéger d'abord même les partis politiques. Parce que le MRC, c'est un parti, à mon humble avis, que je crois sérieux. Et je crois que la personne qui est à la tête de ce parti, c'est un juriste éminent. Et que nous devons protéger le MRC. L'État. Donc vous estimez que pour cette réunion, dans un domicile privé, ils auraient dû requérir une autorisation ou obtenir, on appelle ça comment, une déclaration de manifestation. Voilà, la réunion n'était plus privée. La réunion dans un domicile quelconque. Parce que peut-être là, ils ont utilisé juste les locaux d'un individu. Mais la
raison fondamentale de ces réunions, c'était un regroupement politique avec des objectifs politiques. Lui-même, il a dit, avec une élection éventuellement des membres de leur parti. Alors, mais je viens à rappeler à M. Noir que tant que la République vivra, tant que le Cameroun sera debout, tant que le Cameroun sera dirigé par le président Paul Biya, tout le monde devrait respecter cette loi-là. Le président de la République ne peut pas transiger là-dessus. Les responsables, qu'ils soient préfets, qu'ils soient sous-préfets, je ne sais pas où les forces de l'ordre, ont le devoir de faire respecter la loi à qui que ce soit, quelles que soient les conditions. Donc on ne viendra pas intimider l'État du Cameroun. Personne ne peut intimider l'État, M. Noir. Dès lors que vous voulez organiser une réunion politique, d'ailleurs, souvenez-vous, ils ont organisé ça partout. Qu'est-ce que ça fait au RDPC? La question que j'allais poser, ailleurs dans d'autres villes, il n'y a pas eu de problème. Qu'est-ce qui fait penser que dans ce cas-là, il y a eu un problème? Ailleurs, non, ils sont là dans une opération de provocation. Parce qu'ailleurs, ils ont obtenu des autorisations. Ils ont fait une démarche. Mais ils sont là pour provoquer l'État du Cameroun. Pour aller dans l'insurrection. Et j'ai toujours dit, je ne peux pas comprendre que ce parti veuille virer dans l'insurrection. Un parti naturel qui a des militants, qui a un très haut responsable à la tête. Pourquoi ce parti ne peut pas respecter? Oui, vous l'insurrection dans cette réunion. Non, mais comment voulez-vous que vous organisez une réunion politique dans votre domicile sans avoir, dans un domicile en fait, dans des bâtiments sans avoir, en enquérir l'autorisation? Et je veux aller loin. Vous savez, à Samilima, allez à Samilima, plus précisément en Gomoka, dans le village du président de la République, vous allez voir les affiches de l'UNDP à côté de la maison du chef de l'État. Qu'est-ce que nous en avons à avoir peur de qui que ce soit? Aujourd'hui, allez à l'ouest, vous allez trouver le RDPC. Allez au sud, vous allez trouver à l'est. Allez au nord, vous allez trouver le RDPC. On n'a pas tout ce que l'État du Cameroun demande, même au RDPC lui-même. Quelle que soit la réunion qui est tenue ici au responsable du parti, dans le RDPC, nous prenons l'autorisation de l'organisation de manifestations. Pourquoi? Parce que nous voulons d'abord que l'État, d'une manière globale, vienne à nous protéger. Parce que le RDPC n'est pas un parti État. Il y a l'État qui assure d'abord ses fonctions. Il y a maintenant les associations, les partis politiques qui sont des associations, qui doivent respecter les règles établies par cet État. Le sous-préfet n'est pas membre du RDPC, le préfet non plus, ni le président de la République. Il est d'abord le président de la République de tous les Camerounais. Et la première mission du président de la République, c'est de faire respecter la Constitution. Et dans la Constitution, il y a les lois et les règles. Alors, mais je finis en disant, tant que ce parti ne va pas se résoudre à respecter la loi, à respecter les règles établies dans notre pays, dans notre constitution, ce parti, moi j'ai toujours dit, il faudrait aller jusqu'à purement et simplement, totalement radier ce parti du consort politique de ce pays. Pourquoi? Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre avec des gens qui ne veulent pas respecter. Ou alors, il faut que ce parti extirpe à l'intérieur de lui-même. Parce que je n'ose pas croire que le professeur Maurice Kamto soit responsable lui-même de ce qui se passe. Il faut que le professeur Maurice Kamto arrive à extirper les mauvais grains, comme les noirs, qui tout le temps sont là d'en distiller tout ce qui est mauvais. Le MRC a beaucoup à faire. Le MRC, on a besoin du MRC pour le rayonnement même politique de notre pays, parce que le MRC a en son sein des Camerounais responsables. Alors je veux vous dire, il n'y a pas un autre pays pour le MRC, il n'y a que le Cameroun, et le MRC doit respecter le Cameroun. Et j'invite, en regardant aussi la caméra, au professeur Maurice Kamto, vous avez un parti sérieux, vous avez contribué au rayonnement de ce pays. Faites tout ce qui est possible pour extirper les mauvais grains de votre parti, parce qu'il passe le temps à vous salir vous-même. Et passe le temps à faire ce que vous n'avez pas comme idéologie. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'admiration pour vous. Vous avez été un de mes professeurs les plus éminents. Alors, extirpez les Noirs, extirpez tous ces gens-là qui veulent détruire le rayonnement de votre parti. Et je suis très content qu'à un moment donné, vous avez commencé à faire ce travail. Et j'ai dit à M. Noir, d'ici 3 ans, il ne fera plus partie de ce parti. Ah bon? Ça, c'est une belle annonce. Hein? Vous faites, on dirait que vous faites une fixation particulière. Non, je dis ceci, n'est-ce pas? Quand je parle de noir, je ne parle pas de l'individu. Ah, d'accord. Je ne parle pas de l'individu noir. Je parle des gens, des personnes qui ne vont pas dans le sens de Maurice Kamto. Je ne sais pas si vous avez eu
à discuter avec le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto ne vous parlera pas de tribalisme, ne vous parlera du rayonnement de son parti. Mais par contre, regardez les éléments qui gravitent tout autour de lui, qui essayent de s'appuyer sur des modèles totalement anarchiques. Pourquoi qu'ils feront plaisir au professeur Maurice Kamto? Non, on ne fait pas plaisir à un leader pour faire plaisir, moi, Bidima, au président du RDPC, au président Paul Biya. Je dois d'abord respecter la Constitution. Je dois respecter le président Paul Biya. Je dois respecter les règles qui nous unissent tous. Je dois aller dans le sens du président Paul Biya. Je ne peux pas venir ici et commencer à dire ce que ne fait pas le président Paul Biya. Son idéologie. Et tous les jours, je lis tous les jours que Dieu a créé pour voir que veut le président Paul Biya. Et j'essaie d'aller dans ce sens. Et je dis, je ne crois pas, sans risque de me tromper, que c'est l'objectif du professeur Maurice Kamto. Il faut respecter les lois. Alors, Aristide Monod, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nettoyage entre griffes au sein des formations politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment un parti politique organise ses opérations électorales internes. Un meeting se tient dans un domicile privé et des forces de l'ordre font irruption dans ce domicile privé pour violenter les militants politiques. Ils ont été arrêtés et en ce moment, comme l'indiquait Roger Justin Noah, ils sont détenus. Est-ce que cela se comprend? Est-ce que cela ne remet pas en question l'idée d'une démocratie un tout petit peu brinque-ballante dans notre pays au regard, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe jusqu'ici? Alors, Duval, avant de donner mon point de vue, je vais d'abord poser une question simple à M. Lucien Bidima qui semble autant pour moi maîtriser les rouages de la loi et des procédures judiciaires. J'aimerais lui demander, en prenant également le cas de Mme Assomo, Maman Pilon, qui avait été arrêtée, sur qui les gendarmettes avaient marché, à qui on avait demandé de mâcher sa chaîne. Et maintenant, les vidéos qui ont circulé, une violence inouïe. J'aimerais bien savoir, M. Lucien Bidima, lorsqu'on organise une réunion politique dans votre domicile privé, est-ce la manière de procéder des forces de maintien de l'ordre? Est-ce que la violence peut être justifiée? Est-ce que les gardes à vue sans notification peuvent également être justifiés? Alors, mais vous devez savoir qu'à chaque fois que vous organisez une réunion, quand vous partez recueillir l'autorisation ou alors vous partez vous signaler, il y a souvent un petit mot, une petite phrase. C'est-à-dire la personne qui organise ne peut changer ni l'heure ni le lieu. Et permettez, vous m'avez... Est-ce que la violence déployée est légale? Laissez aller jusqu'au bout. Okay. Alors, et on dit, vous êtes responsable de ce qui peut arriver. Alors, mais je dis, lorsque vous volez, et vous êtes un voleur. Non, restons dans le cas précis. Ça veut dire que vous voulez dire exactement au Cameroun. Non, je vais reprendre la parole. Je reprends rapidement. Non, vous croyez que vous allez me poser ici, vous êtes quoi, un professeur de NLS, ou bien je suis votre femme, que vous allez dire, non, allez jusque là, j'ai dit, écoutez monsieur, on vous a compris. Tant que vous ne respectez pas la loi, pour organiser une réunion politique au Cameroun, on doit avoir une autorisation d'organisation de cette manifestation. C'est clair. Bon, ce qu'on retient du représentant du RDPC, c'est que lorsque vous organisez une réunion chez vous à votre domicile, politique, et qu'on vous trouve à la maison, la police doit arriver ou la gendarmerie. Puisque vous n'avez pas l'autorisation. Oui, parce que vous n'avez pas l'autorisation, elle vous moleste. Elle vous violente, elle vous garde à vue, sans toutefois... comme une infraction. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Voilà. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc, lorsqu'on vous prend dans une situation de réunion politique chez vous, on peut vous filer des chandelles, on peut vous filer des coups, on vous porte, on vous amène dans une gendarmerie sans toutefois notifier à qui que ce soit le motif de votre arrestation. On peut marcher sur vous, comme on a marché sur Maman Pilon. On peut vous demander de marcher la chaîne que vous portez au cou, tout simplement parce que vous avez en fait, entre guillemets, organisé une réunion politique à votre domicile. Donc c'est effectivement, ma foi, la face la plus grossière du champ politique camerounais, avec des interprétations
qui, ma foi, relève d'un terrible machiavélisme, d'un cynisme notoire, parce que ceux qui, aujourd'hui, peuvent se prendre pour des démocrates ailleurs, qui suivent M. Bidima dans ses développements, se posent bien des questions au sujet du sérieux du langage tenu autour de la démocratie. Ça veut dire que parce que vous avez organisé une réunion politique chez vous, on peut vous couper des chandelles, on peut vous arrêter, on peut vous mettre en prison. Cela m'amène à interroger une fois de plus la notion du changement dans la paix, parce que c'est une idée qui est développée et portée par plusieurs acteurs politiques de l'opposition qui pensent que le changement est possible dans la paix, que l'alternance est possible dans la paix, ou pour être un peu plus clair, que le RDPC peut quitter le pouvoir par la paix. Il faut dire que lorsqu'on parle de la refonte du régime électoral et du système électoral, c'est parce qu'on tient compte de deux dynamiques importantes. La première, c'est l'ensemble des règles qui encadrent le jeu électoral, et l'autre dimension, c'est l'ensemble des pratiques qui influencent le jeu électoral. On peut changer le régime électoral, on peut le modifier. Mais tant que le système électoral reste le même, il sera vraiment difficile de présager un certain changement dans la paix. Le système électoral a par exemple pour fond l'usage des moyens de l'État à des fins de protection d'un régime brutal, d'un régime antidémocratique. Et les ressources de l'État en question se déclinent en plusieurs lignes. On a par exemple les moyens idéologiques de l'État, par exemple les médias gouvernementaux qui concourent à la zombification, à l'endoctrinement RDPCiste des masses. Tant que le RDPC utilise abusivement les moyens communicationnels de l'État, il serait difficile pour l'opposition de taper le RDPC sur le plan communicationnel. On a maintenant le maintien de l'ordre qui a été toujours à la solde du RDPC. À chaque fois que le RDPC s'est retrouvé en difficulté, soit du fait de la résistance politique des acteurs de l'opposition, soit du fait de la résistance électorale, on a toujours activé les forces de maintien de l'ordre, la police et la gendarmerie. Quand M. Lucien Bidima dit que les préfets ne sont pas du RDPC, les sous-préfets ne sont pas du RDPC, tous ces hauts fonctionnaires sans carte du RDPC sont tenus par une certaine redevance politique à l'endroit du RDPC, parce qu'il faut interroger leurs itinéraires. Comment sont-ils arrivés à l'ENAM? Comment ont-ils été promus? Comment sont-ils maintenus lorsque de temps en temps ils bénéficient des prorogations? La plupart des préfets sont des gens qui devraient normalement être à la retraite. La plupart des gouverneurs, c'est également la même situation. Et aujourd'hui, ils ont bénéficié des mansuétudes. Il est donc clair que le système qui leur offre ces largesses indues ne peut que bénéficier de leur soutien de temps en temps. Il y a également les forces de défense. Les forces de défense. J'invite toujours nos compatriotes, ceux qui font dans la recherche, de lire la thèse du docteur Aménie Mbiele pour comprendre pourquoi ni John Frundi n'a pas finalement pris le pouvoir en 1992. Ils vont comprendre le rôle joué par le haut commandement. Il y a donc un certain nombre d'actes, de pratiques et d'institutions qui, ma foi, militent en faveur du hold-up électoral, en faveur de l'accaparement illicite du pouvoir au Cameroun. Donc ce qui s'est passé à Saint-Mélima relève tout simplement de la continuité d'un système mis en place depuis 1992-82 qui passe tout le temps à bâillonner, à brimer toute voix dissidente, toute voix oppositionnelle. Le droit qui est convoqué ici, qui est d'ailleurs mal convoqué par M. Bidima, n'a rien à voir dans la lecture et l'analyse de la situation. Il s'agit tout simplement de quelques petits zélés qui ont pris les institutions en otage, les ressources de l'État en otage, y compris
le maintien de l'ordre, ils ont pris les moyens de communication de l'État, ils ont pris l'argent de l'État en otage pour se maintenir au pouvoir, brimer toute voie alternative, tout acteur qui sera dans une situation d'opposition farouche. Et c'est ce que le MRC est en train de subir aujourd'hui. Lorsqu'il dit c'était pour protéger le MRC, vous protégez un parti politique en filant des 7 ans arbitraires à ses militants, vous protégez un parti politique en coupant les chandelles à ces militants à chaque fois qu'ils veulent se réunir. Il me semble que nous devons être, de temps en temps sérieux. Et M. Bitima, j'aimerais lui rappeler une fois de plus, parce que moi j'ai regardé cette vidéo, au-delà de nos filiations idéologiques, au-delà de nos émargements partisans, nous devons toujours rester humains. Vous avez célébré la justice, vous avez célébré le bon comportement des forces de maintien de l'ordre. Mais je n'aimerais pas, en tout cas je ne vous souhaite pas le sort par exemple de Urbain Olangenawana qui s'est retrouvé en train d'être totalement déshabillé devant les caméras, en train d'être déporté comme ça et gardé au cachot jusqu'aujourd'hui. Je n'aimerais pas que vous soyez dans la situation de Marafa Amidou Yaya qui de temps en temps est du côté de l'hôpital de la Caisse, qui ne peut plus jouir de ses droits fondamentaux, qui à un moment donné estimait que le Cameroun avait la plus grande démocratie, avec la plus grande justice, avec le plus grand maintien de l'ordre. Donc il faut être conséquent. Lorsqu'on parle des problèmes qui touchent l'humanité, nous devons faire des efforts de taire nos différents petits bénéfices politiques ou nos petits intérêts politiques en se disant aujourd'hui c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, demain le RDPC peut basculer et vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Mais croyez-moi, je serai toujours là pour vous défendre parce que nous défendons d'abord l'humain. Alors, on va peut-être avancer, Roger Justin Noah. L'actualité ces derniers jours, c'est bien évidemment la préparation de la rentrée scolaire avec les difficultés auxquelles les parents font face depuis quelque temps maintenant. J'en veux pour preuve cette grande une du quotidien Le Jour. Vie chère, une rentrée scolaire difficile. Alors, de votre point de vue, qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, ou bien pour cette année 2023, cette rentrée scolaire soit particulièrement compliquée pour les parents d'élèves? Bien, mais avant d'y arriver, monsieur Duval-Fanquois, parce que c'est important, moi, Roger Stenois, secrétaire général adjoint du MSC, je ne peux pas laisser passer ce qu'a dit monsieur Bitima. Je voudrais d'abord lui rappeler que, contrairement à ce qu'il a dit, le RDPC est bel et bien parti État. Parce que, souvenez-vous, lors des obsèques de M. Froundi, c'est le secrétaire général d'un parti politique, c'est-à-dire une association, en l'occurrence l'ancien Premier ministre Jean Kueté, qui a officiellement représenté, pas le président de son parti, mais le président de la République. Si ce n'est pas un parti État, comment est-ce que le secrétaire général d'un parti politique, fut-il au pouvoir, peut représenter officiellement, avec les honneurs qui vont avec, en présence des ministres d'État et des ministres, comment peut-il représenter le chef de l'État? C'est une forfaiture de la Constitution, parce qu'il nous a dit que le chef de l'État, et c'est vrai, il est là pour protéger la Constitution, assurer son exécution. Mais là, voilà une forfaiture, c'est-à-dire qu'il a trahi la Constitution, il n'a pas respecté les dispositions de la Constitution. Cela dit, M. Bidima, je voudrais vous dire que nous, au MSC, même si les lois sont mauvaises, vous devrez les respecter. Alors, nous avons la loi numéro 90/055, 19 décembre 1990, fixant le régime des réunions et des manifestations publiques. L'article 2 est clair. A un caractère public toute réunion qui se tient dans un lieu public ou ouvert au public. C'est-à-dire que tout le monde, sans être identifié, peut venir. Article 3. Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres. Donc même ces réunions politiques, elles sont libres, ne peuvent pas être interdites. Donc dans le cas d'espèce, c'était une réunion dans un domicile privé, donc il n'entrait pas dans le champ d'application de cette loi. Mais pourtant, nous avons pris la peine, par l'aide du secrétaire général, d'informer monsieur le gouverneur d'Abidjan du Sud
que nous allons des élections dans sa région, dans 5 arrondissements, précisément Saint-Mélimant, Ebolova 1, Ebolova 2, qui aussi est en BAM. Et nos communales, en fonction à Saint-Mélimant, M. Obassi Pierre Raoul, a pris lui la peine d'informer, pas déclarer, d'informer par lettre aussi. 1. Le sous-préfet d'arrondissement de Saint-Mélimant. 2. Le maire de Saint-Mélimant. 3. Le commissaire central de Saint-Mélimant. Il n'avait pas besoin, mais il l'a fait. Donc ces autorités-là savaient exactement que les gens se réunissaient. On ne peut pas parler d'une réunion publique puisque nous connaissions exactement ce qui venait. Ce n'était pas ouvert à tout le monde. Non, on savait qui venait, on avait les noms, on savait exactement qui venait, ils étaient identifiables. Donc on ne peut pas dire non, c'était... Non, M. Bidima, il ne faut pas contourner la loi, jouer avec la loi comme vous voulez le faire. Le MSC est un parti très sérieux, croyez-moi. Plus sérieux que votre RDPC, où vous faites n'importe quoi. Alors, ceci dit, revenons à la question de la rentrée scolaire avec les préoccupations des parents. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette année, particulièrement, cette rentrée scolaire, en tout cas les préparatifs, paraissent plus compliqués, plus complexes? Oui, et bien sûr, parce que, voyez-vous, depuis un certain temps, et d'ailleurs, nous, au MSC, nous l'avons déclaré dans plusieurs de nos déclarations, la vie chère, l'inflation est devenue insupportable. Et le gouvernement essaie de jouer avec les mots à chaque fois. Par exemple, vous vous souvenez, il y a eu une sortie de, je crois, 5 ministres récemment qui voulaient faire croire que le gouvernement avait augmenté la subvention au prix de carburant. Mais ce qui est faux, c'était seulement une manipulation d'opinion nationale. Le gouvernement n'a rien fait dans ce sens. C'était tout simplement la prise en compte de la hausse des prix sur le marché international. Donc le gouvernement utilise des pirouettes comme ça pour faire souffrir davantage les Camerounais. Aujourd'hui, le transport a augmenté. Lorsque vous avez envoyé vos enfants en vacances, pour qu'ils reviennent, il faut dépenser un peu plus d'argent parce que les coûts de transport sont plus élevés maintenant. Lorsqu'il faut acheter les cahiers, ça coûte plus cher sur le marché, n'est-ce pas? L'importation, tout ça, ça coûte excessivement cher. Vous prenez un cahier de 300 pages, un cahier de 200 pages, ça coûte excessivement cher. Et combien de cahiers faut-il à un enfant? Il faut beaucoup de cahiers. Il faut les livres. Chaque jour, les livres, le nombre de livres augmente dans les établissements. Pire encore, on vous donne une liste officielle dans un établissement. Ça, c'est la liste officielle qui est arrêtée par la commission des programmes, des manuels scolaires. Mais à côté, l'établissement vous donne sa liste. Et c'est avec ça que l'établissement travaille. Même lorsqu'il faut faire des devoirs à la maison, c'est avec la liste d'établissement que les anciens travaillent. Et au vu du ministre du Commerce, du ministre de l'enseignement, de l'éducation de base, du ministre de l'enseignement secondaire. Ils savent que ça se passe comme ça. Mais que font-ils? Tout cela... Ah oui, vous faites allusion là au phénomène des workbooks, notamment dans le système anglophone. Exactement. Pas seulement c'est anglophone. Oui. Pas seulement... Non, il ne faut pas croire que c'est le... Non, même pas seulement dans le système... Je dis bien, même dans le système francophone, ça se fait. Il y a la plupart des établissements ont 2 listes. La liste officielle, vous achetez le livre là, on vous impose encore d'autres livres pour donner des devoirs. Si votre enfant n'a pas le livre là, on donne le devoir, il ne va pas le faire parce qu'il n'a pas ce livre là, parce qu'il n'a pas acheté ce livre là. Or, ce livre là n'est pas au programme. À notre époque, ça ne se passait pas comme ça. Le livre qui n'est pas au programme, l'enseignant peut vous dire, bon, je vous recommande tel livre. Ce n'est pas une obligation. Et il ne va jamais vous faire un devoir dans ce livre-là. Il vous recommande ce livre pour vous améliorer chez vous à la maison. C'est ce qu'on faisait. On achetait tous ces bords-là. Mais c'était à la maison et utilisé à la maison. D'ailleurs, la plupart venaient avec des corrections à la fin du livre. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on vous impose un livre. Ça renfloue, n'est-ce pas, le coût d'éducation. Troisième chose, vous allez voir maintenant, il faut que les enfants payent, il faut payer la scolarité pour les enfants. Ça, c'est terrible ce qui se passe. Dans l'enseignement public, vous avez l'école primaire, vous avez l'école secondaire. Aujourd'hui, le président Paul Biya a promis aux Camerounais, même pas qu'il a promis, il a déclaré aux Camerounais solennellement que désormais l'école primaire est gratuite. L'école primaire publique. Publique, oui, est gratuite. Et lui-même n'y croyait pas, en réalité. Quand il disait ça, lui-même n'y croyait pas. Et c'est les Camerounais qui ont cru, qui sont en mal aujourd'hui. Parce que moi, je n'y ai pas cru. J'ai dit, bon, notre grand-père là, il parle seulement pour parler. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous arrivez dans l'école primaire, il y a les frais d'appel sont assez élevés. Dans certains établissements, même dans certaines écoles, on vous demande le banc. Venez donner l'argent pour un banc. Le banc de votre enfant. Vous imaginez ça? Et lorsque vous donnez même, ça n'arrive pas là. Vous parlez dans les lycées. Maintenant, lorsque vous arrivez dans les écoles primaires privées et puis les collèges privés, mais là, c'est terrible. C'est-à-dire que l'enseignement se passe à la tête du client.
les frais de scolarité sont trop élevés et nous disons clairement que non. Il faut que le gouvernement prenne ça et se dise il faut réglementer. On peut classer les établissements en fonction de la qualité de l'enseignement et de l'infrastructure en plusieurs catégories. Et en fonction de ça, fixer le maximum en termes de frais de scolarité et même fixer le minimum du salaire de l'enseignant. Parce que si on va avoir une bonne qualité d'enseignement, il faut bien que l'enseignant soit suscité, qu'il ait des conditions de vie acceptables. Si ce n'est pas le cas, que ce soit dans le privé ou le public, il ne va rien faire. Ne voyez pas les classements qui font là, établissements qui ont fait ceci, catholiques, tout ça. Il y a une chose, je vais vous dire, dans les grands établissements catholiques là, on ne recrute que les meilleurs. Hein. Donc, ce n'est pas tout le monde comprend. Donc, on fait déjà un tamis. Donc, le résultat qu'on donne là n'est pas le résultat réel, parce qu'on ne peut pas comparer un établissement catholique à un autre, parce que l'autre, lui, prend du fou, tout le monde vient. Or, l'établissement catholique, la plupart là, les grands établissements catholiques là, il y a une tri à l'entrée. Donc, on ne prend déjà dès l'entrée que les meilleurs. Ce qui n'est pas bon, c'est une discrimination qu'on fait. Donc, il y a des choses comme ça qui font qu'au finish, le pauvre parent souffre. Et pendant ce temps, le ministre de l'enseignement secondaire peut commander son véhicule de 125 millions de francs CFA, qui représente en réalité plusieurs salles de classe. Et la conséquence, c'est quoi? C'est la qualité d'éducation qui est en train de se détériorer. Aujourd'hui, on forme des diplômés, mais il y a une adéquation terrible entre la formation et l'emploi. S'ils ne trouvent pas d'emploi, c'est parce qu'ils ont des connaissances qui ne servent à rien. À quoi sert-il un enfant de savoir la date de naissance de Hitler ou bien la date de naissance de Leclerc? À quoi ça sert à un enfant aujourd'hui? Ça lui permet d'atteindre quel objectif de développement? Or, nous, MSN, nous disons qu'il faut réorienter l'enseignement pour que celui-ci puisse permettre de prendre en compte les objectifs de développement du pays. Et par conséquent, pour ça, donc, il faut orienter l'enseignement vers la science, la technique et la professionnalisation. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je voudrais quand même préciser qu'il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens sur le juge Justin Noah, puisque depuis plusieurs années maintenant, on a remplacé le système qu'on appelle le système l'approche pédagogique par objectif par l'approche pédagogique par les compétences. C'est vrai que les résultats tardent peut-être à arriver, mais n'arriveront même pas. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'ici là d'évaluer cela. Mais restons précisément, Lucien Bidima, sur la rentrée scolaire avec les difficultés qu'éprouvent les parents. Et Roger Justin Noah a évoqué quelques cas. Il y a le cas, par exemple, des coûts de transport surélevés. On voit que dans les agences, ça se bouscule. Et du coup, avec, on va dire ça comment, l'affluence, eh bien, les prix augmentent. Les agences font... il y a une hausse des prix du fait justement de cette forte affluence dans les agences. Le deuxième cas, c'est la question, par exemple, des agents des APE. On voit bien que dans certains établissements, les coûts sont exorbitants pour l'association des parents, d'élèves et enseignants, alors qu'il y a un minimum, je veux dire qu'il y a un standard qui a été fixé par le gouvernement, mais qu'on ne respecte pas dans la plupart des établissements, des lycées du Cameroun. Vous entendez des proviseurs dire que oui, les problèmes ne sont pas les mêmes d'un lycée à un autre, donc du coup, on peut augmenter les prix à l'infini. Et bien évidemment, la question des manuels scolaires, les difficultés qu'ont les parents à se procurer les manuels. Il y a des listes officielles qui sont publiées, mais à côté, il y a des listes parallèles. Et malgré les interpellations, les récriminations ou les doléances émises par les syndicats des libraires, eh bien, la situation n'est toujours pas réglée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression que tous les ans, les mêmes problèmes reviennent. Et cette année, on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué encore, non? D'abord, je suis pas très embarrassé, Duval. Je crois que je vais demander moi-même à être analyste dans votre émission. D'ailleurs, c'est une demande formelle. Et je voudrais que M. Momo prenne officiellement sa carte du MRC. C'est facile de jouer à ce jeu-là, de venir dire qu'on est analyste politique, alors qu'on soutient formellement un parti politique au vu au-dessus de tout le monde. Et on n'arrive pas, quand on est quand même intellectuel et qu'on est analyste neutre, on arrive à faire le pour et le contre, de voir est-ce que la loi a été respectée dans le cadre
de la manifestation politique du MRC au Assemblement? Si oui, qu'est-ce que les forces de l'ordre devraient faire? Il ne nous a pas dit ça. Il est ancré totalement dans son style partisan, totalement sympathisant. Et c'est de son droit, M. Momo Soye. Vraiment, moi je me sens très bien de défendre le SDPC. Dites-nous la Alors, loi. défendez, soyez. Dites-nous la loi. Dites à tous les Camerounais que vous êtes membre du MRC. Dites-nous Et la c'est loi. très facile parce que M. Noir s'exprime publiquement. Vous Il n'a avez pas demandé qu'on honte. l'aura dit. Oui, non, j'ai dit, je ne fais pas la fixation à l'homme. D'accord, ok. ça Je va. dis pas l'homme. Continue à demander. Oui, je fais à l'environnement. Et j'interpelle le professeur Maurice Kamto qui est le seul responsable du MRC. Alors, revenons à la Alors, mais je reviens au niveau de la rentrée. Vous savez, le problème de rentrée, vous avez évoqué là les problèmes d'inflation. Le problème d'inflation en ce qui concerne le Cameroun n'est pas singulier au Cameroun. Je me suis interrogé sur les taux d'inflation, que ce soit dans les autres pays africains, les pays qui sont à peu près comme nous, je peux dire la Côte d'Ivoire, je peux interroger d'autres pays africains, ou sur le plan mondial, c'est-à-dire la France, les États-Unis, etc. Vous savez, vous comme moi, qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, la guerre en Russie, à l'Ukraine, a totalement affecté le système macroéconomique mondial. Et nous ne vivons pas dans l'autarcie. Nous vivons dans ce monde-là où, à un moment donné, nous devons importer un certain nombre de choses qui viennent ailleurs et qui, malheureusement, peuvent subir des coûts. Pourquoi peut-être manque de matières premières arrêtées au niveau de la matière première pour fabriquer tel ou tel, ou alors ils peuvent subir eux-mêmes des coûts sur le plan des transports. Imaginez seulement avec ce qui se passe au Niger. À un moment donné, lorsque le Niger, la semaine passée, ou après a fermé ses frontières au niveau aérien, les avions étaient obligés de faire le contour. Mais qui doit payer finalement tout ça? Parce qu'il faut un surplus de carburant, etc., etc. Nous devons donc savoir aujourd'hui que le contexte économique mondial affecte obligatoirement le Cameroun. Ce n'est pas un problème particulier au Cameroun. Alors, si on se retrouve aujourd'hui à avoir augmenté le coût de carburant, d'ailleurs, il faut vous dire que jusqu'à présent, le Cameroun a les coûts de carburant les plus bas en Afrique, quand on interroge les autres pays. Interrogez même le Nigeria qui produit suffisamment de carburant plus que nous. Interrogez la Côte d'Ivoire, interrogez le Kenya, interrogez tous ces pays. Le Cameroun a essayé de réguler ce système à travers la CSPH. Et vous avez vu combien de milliards de francs l'État du Cameroun met. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, si je ne prends l'exemple que de la bouteille de gaz, Duval, s'il n'y avait pas eu l'appui du Cameroun, on achèterait une bouteille de gaz aujourd'hui minimalement à 13 000 voire 14 000 francs. C'est-à-dire le double du prix actuel. Mais ce surplus-là est supporté par le gouvernement. Permettez. Si la même chose au niveau du carburant, comment vous voulez croire à un taximan, je prends un exemple, ou un bus qui va de Yaoundé à Douala, qui avait l'habitude de consommer, qui a l'habitude de consommer 40 litres, et que ce 40 litres coûtait un certain prix il y a quelques mois. Et avec l'augmentation du prix, ces 40 litres-là ne coûtent plus le même prix. Obligatoirement, il faudrait que quelqu'un essaie de supporter. Malheureusement, dans tous les pays du monde entier, c'est le consommateur qui en pâtit. Alors voilà exactement le problème, la régulation de l'économie mondiale, la microéconomie, que ce soit la macroéconomie. Donc ce n'est pas un problème spécifique au Cameroun. Mais maintenant, moi je vois la rentrée autrement. Moi je continue à m'interroger lorsque nous sommes dans une émission sérieuse, de voir plutôt aujourd'hui les implications de la rentrée, de voir aujourd'hui la place de l'enseignant et la place du parent au niveau de cette rentrée scolaire, au niveau même du système éducatif. Parce que Duval, moi je continue aujourd'hui, j'ai pris sur moi de faire la campagne de dire que le parent doit revenir au centre de l'éducation de son enfant. Parce que, essayons d'aller plus loin à ce qui concerne la rentrée. Les problèmes de rentrée, on les vit tous les mois. Toutes les rentrées scolaires. Mais allons maintenant dans le fonctionnement de notre système éducatif. Ce fonctionnement-là, on a l'impression que le parent, petit à petit, a abandonné totalement l'enseignant,
totalement l'école, totalement le gouvernement avec son enfant. Lorsque vous faites un enfant, vous avez une responsabilité parentale. D'ailleurs, d'envoyer cet enfant à l'école. L'État, lui, il a une responsabilité d'encadrer cet enfant. C'est pour cela qu'il y a l'enseignement privé et l'enseignement public. Au niveau de l'enseignement privé, il faut aller dans... de convoquer... Certains parents vous diront que tout ça, c'est les conséquences de la vie chère. C'est-à-dire qu'au regard de l'inflation, de la vie qui est chère, beaucoup de parents sont beaucoup plus préoccupés à se battre pour trouver le pain quotidien que de s'occuper de l'éducation des enfants qu'ils confient, pour ne pas dire abandonner, à l'école. Si la vie était ce qu'elle était il y a quelques années, il y en a qui ont l'habitude de faire cette comparaison-là. On avait, par exemple, dans le couple, maman qui restait à la maison pour s'occuper des enfants, de l'éducation, lui assurer l'éducation de base et contrôler ses devoirs quand il revient le soir. Aujourd'hui, tous les deux parents sont obligés de sortir, parfois même avant les enfants, pour aller se battre et de trouver du tapioca pour les enfants. Tout cela n'étant pas évident. Ce n'est pas pour les dédouaner, mais la plupart des parents estiment que les conditions de vie devenant de plus en plus difficiles, il faut choisir. On ne peut pas exiger le beurre et l'argent du beurre. Non, mais aujourd'hui, Duval, on ne peut pas arrêter l'évolution du monde. On ne peut pas arrêter la mondialisation. On ne peut pas dire que le Cameroun de 1960 peut être le Cameroun d'aujourd'hui. Parce que même... à la vie chère, plutôt que de Non, s'attaquer aux ramifications, aux conséquences le problème de cette de la vie chère. chère, mais souvenez-vous, le chef de l'État a même fait des augmentations, non seulement du SMIC, mais également des salaires des fonctionnaires. Mais voilà une réponse. Et il y a exagérément des exonérations à ce qui concerne un certain nombre de produits. Je vous ai parlé du carburant, je vous ai parlé du pétrole, je vous ai parlé du gaz. Le Cameroun essaie de faire tout ce qui est possible pour essayer d'amener ces produits à être le plus moins cher possible. C'est pour ça que je vous disais que si on devait payer normalement le prix du carburant, aujourd'hui on sait à 1500 francs le litre. Mais on essaye par les méthodes de régulation de contenir cette inflation. Voilà ce que peut faire le Cameroun. Mais maintenant, nous sommes dans un monde, je ne fais que vous le dire, dans un monde totalement mondialisé. Dans un monde où aujourd'hui, les effets pervers économiques des autres peuvent influer sur notre pays. Mais moi, je crois qu'au niveau du gouvernement, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne défends pas forcément du gouvernement, nous soutenons ce gouvernement étant un parti au pouvoir. Nous croyons que les efforts sont faits pour que effectivement les parents organisent sereinement cette rentrée. Le Cameroun est l'un des rares pays qui paye régulièrement ses salaires, sans retard. Le Cameroun le fait. On vient de le faire récemment. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Le Cameroun est l'un des rares pays qui continue à soutenir d'ailleurs les institutions financières internationales. Nous ont sommé de ne plus soutenir, les prix de pétrole, les prix à la pompe. Mais le gouvernement de la République, la responsabilité du président Paul Biya, la règle qui édicte même ses choix économiques, tente à dire qu'il faut soutenir. Mais Lucien, je prends deux exemples, parce que vous parlez de la réaction du gouvernement, je veux comprendre. Si je prends le cas, par exemple, de la hausse des prix, ou bien la hausse des coûts de transport en cette période de rentrée scolaire, est-ce que ça veut dire quoi? Que les voyageurs, les parents, les élèves qui doivent se mouvoir sont abandonnés à leur triste sort? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? On doit laisser donc ces transporteurs-là manipuler, ou je vais dire ça comment, demander autant d'argent aux parents parce que c'est une période d'affluence, ils doivent faire des chiffres. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, au niveau, par exemple, des APE, qui sont exorbitants dans les lycées. Alors, le gouvernement peut rien faire pour éviter que les parents soient la vache à lait de ces proviseurs et de ces chefs d'établissement. Il n'y a rien à faire d'autre. Non, petit à petit, je convoque ici la responsabilité des gens qui ont des agences de voyage et tout. On ne peut pas surfer sur un certain système. Le gouvernement a régulé même les prix. Mais voyez-vous, nous assistons à un mercantilisme d'un certain nombre de personnes qui profitent d'un moment pour peut-être commettre ces actes. Maintenant, ce qui concerne les APE. D'ailleurs, on vous a dit, il y a les lycées, on ne peut pas, l'APE du lycée de Yaoundé ne peut pas être la même chose comme le lycée des Sœurs, etc. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se retrouve à un afflux des élèves, ce qui augmente d'une manière insoutenable parfois la capacité même de nos lycées à comprendre ou alors à diffuser des enseignements. Mais maintenant, si on va dans le prisme que, comme M. Noir disait, on essaye de commencer à dire tel peut entrer ou tel ne peut pas entrer, une fois de plus, Duval vous viendrez me dire
Pourquoi on refuse des élèves dans des enseignements peut-être publics? Je crois qu'aujourd'hui, je suis d'avis à ce qu'à côté de là, il y a certaines personnes qui s'offrent sur ça pour se faire de l'argent au dos des parents. C'est condamnable. Il faudrait que nous arrivions quand même, en ce qui concerne les APE, ça c'est ma position personnelle, qui n'est pas celle du gouvernement ou bien du EDPC, il faudrait que nous arrivions à faire des audits de ces APE, parce que ce sont des fonds publics. Et quand vous manipulez des fonds publics, vous êtes astreint d'une manière ou d'une autre à rendre compte. Je prends, par exemple, je vous dis, moi j'ai été, quand M. nous a dit que non, on va convoquer peut-être, on commence, l'OMRC demande que les gens donnent de l'argent, mais il ne faut pas qu'il oublie que ce sont les fonds publics. Nous avons vécu ça avec leur fameuse association qu'ils ont mis sur pied jusqu'à présent, on ne sait pas là où cet argent est parti. C'est l'argent du public. Oui, oui. Là où cet argent, les gens se sont assis comme ça, ils ont fait des tripatouillages pour escroquer les Camerounais. Là, ce n'est pas acceptable. Comme ce n'est pas acceptable, au niveau de certains APE, parce que les APE ont pour vocation de soutenir le système scolaire. Et l'argent va où? Soutenir, et je suis d'accord avec vous. Et l'argent va où? Dès lors qu'on se rend compte que certaines personnes, parce que quand ces personnes-là, est-ce que quand il y a les enfants du Val, est-ce que c'est les enfants du EDPC ou du MRC? Nous tous, nous inscrivons nos enfants à l'école. Nous tous, nous soutenons ces APE. Nous tous, nous gérons ces APE. Donc, c'est un problème global qui n'est pas... Vous avez l'argent dans la corruption dans les poches. Un problème spécifique dans notre parti. Moi, je condamne toute forme de détournement. Je condamne toute action qui peut amener à polluer ou à spolier en Camerounais. Non, il faut aller dans des normes claires. Et je crois que le gouvernement, s'il faut revenir, est en train de prendre des mesures, à commencer d'ailleurs à les prendre à ce qui concerne la régulation des APE. Il faut aller jusque-là. Alors je conclus en disant, je rassure les Camerounais que, d'ailleurs, on n'annonce pas, on ne fait pas toute la publicité de savoir que c'est la région du Nord-Ouest qui était en tête en ce qui concerne les résultats des examens. Ça, il faut s'en féliciter de la mesure que le gouvernement a pris aujourd'hui pour rétablir de la sécurité de ce côté. Il faut féliciter les parents qui voient de ce côté, nord-ouest et sud-ouest, qui voient aujourd'hui ce que nous avons toujours dit. La responsabilité parentale est d'abord individuelle. Lorsqu'on vous empêche ou on empêche à votre enfant d'aller à l'école et que d'une manière ou d'une autre vous soutenez ça, vous faites du mal à vous-même ou vous faites du mal à votre enfant. Et c'est de plus en plus compris au nord-ouest et au sud-ouest, et nous sommes très contents de savoir que dans tout le territoire national, c'est le nord-ouest qui est venu en tête en ce qui concerne les résultats des examens. C'est un problème global du Val. Quand nous arrivons ici, nous devons convoquer les problèmes de sécurité. Nous devons convoquer les problèmes d'enseignement. Nous devons convoquer la responsabilité qui doit être collective. Celle de l'État, cette responsabilité, ou celle des parents. Nous devons convoquer la responsabilité des partis politiques qui ne doivent pas continuer à diffuser des nouvelles qui vont dans le sens de dégrader la situation économique, la situation politique, la situation de l'éducation ou bien alors la situation de la sécurité. Nous devons être comment unis à dire le Cameroun aujourd'hui doit connaître un apaisement sécuritaire pour que nos enfants partent à l'école et le gouvernement y travaille quotidiennement. Et justement, cet aspect sécurité est également un élément important dans la préparation de cette rentrée scolaire et cela préoccupe bien évidemment les pouvoirs publics. Aristide Monod, voici la grande une de Mutation cette semaine. Suspension de touristique, calvaire à bord. Le transport des personnes et des marchandises en partance, en provenance et à l'intérieur du Grand Nord, sérieusement perturbé depuis quelques jours. Il faut rappeler que c'est suite à cet accident qui s'est produit, n'est-ce pas, sur la route du Nord et qui impliquait donc cette agence de voyage. Le ministre des Transports a pris un ensemble de mesures, notamment la suspension de cette agence pour, je crois, 15 jours. Et donc, selon nos correspondants dans les différentes villes, c'est une situation qui est fortement préjudiciable au transport public, notamment pour les populations qui se déplacent entre le nord et entre le Grand Nord et le sud du pays. On sait que c'était une agence qui avait une part importante dans le transport reliant les deux parties du Cameroun. Les conséquences sont là.
on voit bien évidemment qu'il y a des difficultés, donc, comme l'indique Mutation, à se mouvoir entre les deux parties du pays. Alors, cette décision prise par le ministre des Transports, de toute évidence, est un tout petit peu, on va dire ça comment, prête à polémique, notamment au regard des exigences qui sont maintenant formulées par le ministre des Transports pour que cette agence soit suspendue ou bien que d'autres agences puissent se mettre en conformité pour éviter les accidents de la route. On apprend par exemple que le ministre des Transports exige que toutes ces agences-là puissent obtenir chacun un kit, comment ils appellent ça, c'est comme une sorte de traçage de sécurité avec des caméras pour toutes ces agences-là et pour tous ces bus, dans le sens, dit-il, de pouvoir réduire les accidents de la route. Est-ce que vous trouvez pertinent on va dire ça comment, cette exigence du ministère des Transports pour régler la question des accidents sur la route, notamment en cette période de rentrée scolaire? Alors, Duval, avant de répondre à votre préoccupation, j'aimerais lever rapidement quelques équivoques. Vous savez, lorsque les communicants du RDPC n'ont pas grand-chose à dire en termes de développement argumentaire, ils se lancent dans des identifications, dans des étiquetages. Monsieur Lucien Bidima a répété cela tout à l'heure en disant que je suis militant du MRC. Je ne sais pas si la critique au Cameroun est née avec la création du MRC en 2012. Je ne sais pas si la défense des opprimés est née avec la naissance du MRC en 2012. Je ne sais pas si le MRC est devenu le baromètre de la conscience nationale, la conscience citoyenne ou la conscience humaniste. Il faut que nous sachions que dans la société, dans notre rapport à l'État, nous sommes des parties au contrat social et que chaque Camerounais a le droit, y compris vous-même, de demander les comptes à l'État qui doit vous faire des comptes et vous rendre compte. Il faut également noter que lorsqu'on est intellectuel, lorsqu'on a un peu fait l'école, ça veut dire qu'on devient à un moment donné une lumière. Si on revient sur le mythe de la caverne de Platon, vous devez ramener la lumière que vous avez recueillie de l'autre côté vers la base, vers les masses. Et un intellectuel, surtout un sociologue, un sociopolitiste qui revendique certains acquis universitaires, il me semble que si on est dans une perspective organiciste de la société, il doit se comporter comme le docteur de la société. Et un docteur, il n'est pas là pour déterminer ce qui va bien sur votre corps, dans votre organisme, mais ce qui va mal afin qu'il y ait réparation. Si un docteur de la société se met à faire des louanges de ce qui va bien, vous calmez, monsieur Lucien. Vous faites cette école-là, nous ne sommes pas à la pitié. Non, restez tranquille. Assumez vos positions. Souffrez tout simplement. Tout ce qu'on vous demande. Souffrez, monsieur Lucien. Alors, si on reste dans la logique organiciste, le docteur en sociologie, le docteur en sciences politiques est là pour faire des diagnostics et procurer des prescriptions qui doivent être observées par celui-là qui a la charge de guérir le corps social ou le corps politique. Alors j'aimerais vous faire savoir qu'un intellectuel par essence est celui qui prend la cause des opprimés. Point barre. Maintenant, pour ce qui est des subventions qu'il a évoquées tout à l'heure, je vais prendre un cas simple. Vous avez le cacao, vous produisez le cacao. Mais au lieu de le transformer, vous envoyez le cacao en Occident, en Asie, pour qu'on le transforme là-bas. Et lorsque celui qui a transformé vous impose un prix élevé, vous vous dites qu'on va soutenir, on va amortir le prix pour que les populations ne ressentent pas le coût. Qu'est-ce qui est difficile? Transformer votre cacao ou aller chercher à donner aux autres pour après venir supporter, amortir le coût imposé par les autres. C'est la même chose avec le carburant,
avec les hydrocarbures au Cameroun. Nous produisons l'eau brute. Au lieu de l'eau transformer, les messieurs de Yaoundé décident d'envoyer ça ailleurs pour qu'on aille transformer et qu'on vienne nous vendre ce carburant cher. Et ils vous disent qu'ils sont vraiment sérieux dans leur démarche. Et ils prennent pour prétexte la guerre en Ukraine qui justifie pratiquement tout aujourd'hui. C'est pratiquement le bon François du discours dominant des communicants du RDPC. Tout c'est la guerre en Ukraine. Même lorsque les gens sont pris autant pour moi en flagrant délit de détournement des fonds publics, comme dans le cas de Glencore, comme dans le cas de l'organisation de la CAN, comme dans le cas de la lutte contre le coronavirus, les gens vous disent que non, en fait, tous ces problèmes de détournement là sont liés à la guerre en Ukraine. Je pense que c'est la belle excuse. Et M. Bidima vous dit ici que en situation de tension de trésorerie au niveau des ménages, ce sont des parents qui doivent supporter les coûts de l'éducation. Je ne sais pas s'il a déjà eu à rencontrer un article scientifique ou un ouvrage scientifique qui parle de l'état providentiel ou du moins de l'état social. C'est quoi l'état providentiel, l'état social? C'est l'état qui fait lui-même dans l'humanité, tient compte de certaines situations et vient en aide aux populations. Il ne vient pas en aide en termes de distribution de l'eau potable à travers les citernes un peu partout, mais il crée d'abord un cadre qui va permettre aux citoyens de ne pas être étouffés et deuxièmement, il apporte un soutien aux populations pour qu'ils puissent se déployer. On ne demande pas à l'État de tout faire pour les populations, mais de créer un cadre qui va permettre aux populations de s'épanouir. Mais lorsqu'on est dans une situation d'État qui asphyxie les populations, de l'État prédateur, où les dirigeants de l'État sont les premiers à détruire le tissu économique, le tissu politique, on parlait tout à l'heure de l'équilibre politique avec les événements de Samedima, à détruire l'équilibre social avec la promotion du tribalisme, ça devient assez dangereux. Et parlant de l'état social ou de l'état providentiel, c'est là où je vais répondre rapidement à votre question au sujet de la sanction de touristique. Lorsque l'État prend une décision, il doit mesurer le pour et le contre de son action. Et en mettant en avant, non pas les rancœurs entre les individus, mais l'intérêt des populations. Touristique a fait, un bus de touristique s'est retrouvé dans une situation réprimandable. Qu'est-ce que l'État providentiel fait? Il mesure le coût. Entre infliger une sanction à touristique qui sera préjudiciable à la population ou laisser en optant pour d'autres mesures pourvu que les populations soient protégées. Or là, on a l'impression que des gens avancent de manière aveugle et prennent des décisions à l'aveuglette. Touristique, sans toutefois faire la publicité de cette agence, s'affirme aujourd'hui comme la meilleure agence ou la plus grande agence, autant pour moi, qui assure les déplacements des Camerounais du Grand Sud vers le Grand Nord en arrivant vers Koussiri. Même dans des moments assez difficiles avec la guerre contre Boko Haram, entre Maroua et Koussiri, en passant par Mora, Tilde, Maltam, Touristique a toujours présenté des bonnes intentions pour accompagner les populations. Alors, lorsqu'on décide de lui infliger une amende, il faut se poser la question de la gestion du vide, comment le vide sera géré. Parce que cela me rappelle la décision qui visait à retirer les emballages plastiques pour ne rien mettre au niveau de la circulation. Ça veut dire, on vous dit, nous ne voulons plus les tôles en aluminium. Il faut enlever ça, mais on ne vous propose rien. Ça signifie que vous devez juste dormir à la belle étoile. C'est la même chose qui s'opère aujourd'hui concernant touristique. Ça signifie, on prend une sanction, mais il n'y a pas de moyens compensatoires, ou on n'est pas d'ailleurs conséquent dans la sanction. Et ce qui interroge encore plus nous autres, c'est le fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans des situations de deux poids, deux mesures. Je ne vais pas relever des agences qui sont retrouvées dans des situations similaires, mais qui ont bénéficié des circonstances atténuantes de l'État. Troisième élément qui peut choquer, c'est le fait qu'à un moment donné, on vous fait savoir que des acteurs aux commandes de la décision ont également des intérêts particuliers à préserver dans le secteur du transport en étant eux-mêmes acteurs, opérateurs dans ce domaine. Ça devient inquiétant. Et puis, pour chuter sur cette question de touristique, bon,
en élargissant un peu le débat, c'est cette histoire des kits, ce projet des kits. Oui, c'est une belle initiative, il faut contrôler, il faut réguler, mais le mercantilisme qui se cache derrière, ou alors cette tentative de détournement et d'arnaque, c'est ça qui fait problème. On vous fait savoir qu'un kit vidéo qu'on va installer dans chaque bus va coûter pratiquement 330 000 francs. 330 000. 330 000 francs. Donc, c'est comme si... Par véhicule. Par véhicule. Donc, ça signifie que si vous avez 10 véhicules, il faut faire les totaux. Et Dieu seul sait quel est le nombre de véhicules totalisés par chaque grande agence au Cameroun et ce que cela rapportera à ceux qui ont mis sur pied cette économie. Et surtout que le concessionnaire du kit ou celui qui viendra installer les kits, qui viendra vendre les kits, a été coopté de manière unilatérale. En tout cas, c'est une décision unilatérale. Pas de concertation avec les agences, mais on vous fait savoir qu'on va mettre sur pied une politique de kits vidéo dans les véhicules et ça va coûter pratiquement 330 000 francs. Le simple GPS sophistiqué qui vous montre pratiquement tout au-delà de la vidéo, c'est moins de 50 000 francs. Mais on vous fait savoir que pour avoir un kit vidéo, il nous faut 350 000 francs, ce qui nous rappelle ces fameux PBHEV qui ont consommé à l'État du Cameroun 75 milliards pour 500 000 ordinateurs mornés qui n'ont jamais été utilisés avec des mémoires de 27 gigas que certains ont voulu nous faire savoir que c'était des 35 gigas multipliés par 27. Il y a également le fait que on projette mettre en location ces kits en faisant savoir aux agences qu'il y a une possibilité de donner 55 000 francs et on vous loue un kit. Et cette location, c'est par an. Vous achetez 350 000 francs, on va vous les faire louer. Mais qui va donc faire louer? Quelle est cette agence qui viendra gagner ce marché? Allez donc savoir qui sont derrière cette tentative de détournement. Et on vous fait savoir que l'entretien de ce kit, c'est 35 000 francs par mois, par véhicule. Donc finalement, l'État social, l'État providentiel qui devrait alléger les choses pour que les citoyens se sentent mieux, qui devrait accompagner, se retrouve plutôt dans une situation de harcèlement économique, harcèlement financier des Camerounais. Et lorsqu'on vous fait savoir qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun est dans une situation prise en étau par une situation internationale pas du tout reluisante, par une situation internationale délétère. Mais on ne vous fait pas savoir que ce même État fait dans la croissance appauvrissante. C'est quoi la croissance appauvrissante? Ça veut dire l'État fait les chiffres en appauvrissant ses citoyens. Ça veut dire quoi? Au lieu que l'État crée des richesses, l'État estorque les Camerounais, donc les en bas d'en bas qui doivent payer. C'est comme ça qu'on augmente pratiquement tout. Les taxes sont augmentées, la douane est augmentée et l'État célèbre en fait ce renflouement des caisses par l'appauvrissement de ces populations en vous disant que nous avons fait de bons chiffres cette année, nous avons fait ci, nous avons fait ça et pourtant nous sommes dans une situation de njambo total. Comment on devient riche dans le njambo? On devient riche en appauvrissant les autres joueurs. C'est en fait ce que l'État du Cameroun est en train de faire. Harcèlement fiscal des Camerounais et on vous fait savoir que l'État est en train de faire des chiffres en fin d'année. On arrive, on vous dit, bon, la douane a fait tel chiffre, l'État du Cameroun a atteint tel niveau de croissance. Pourtant, cela se fait au détriment de l'intérêt des populations. Et puisque vous parlez des finances publiques, le journal Le Jour cette semaine disait que la dette publique est de 12 137 milliards de francs CFA à la fin de juin 2023. Ce sont les chiffres de la Caisse autonome d'amortissement. Et donc, cette enveloppe représente, selon le journal Le Jour, 43% du produit intérieur brut et est en légère baisse, dit-il, de 0,4% en glissement annuel. Roger Justin Noah, lorsqu'on regarde ce projet que vient de décrire Aristide Monod en rapport avec ce que le ministre des Transports est en train d'envisager pour, dit-il, lutter contre les sécurités routières, cela fait penser au projet justement qui a autour des infrastructures routières. On vient d'apprendre que c'est le journal Émergence de cette semaine qui indique que le budget de construction de la route Ebolova à Comde, Kribi est en hausse de 8 milliards de francs CFA. Il faut rappeler que début août,
il y avait déjà, le président de la République avait déjà autorisé le Minepat à signer avec une banque londonienne un accord de prêt de 130 milliards de francs CFA pour financer le projet de construction de cette route. Alors, le 22 août dernier, on a appris que le président de la République a encore autorisé le Minepat à signer un autre accord de prêt de 7 milliards, en tout cas près de 8 milliards de francs CFA, ce qui porte à 138 milliards de francs CFA le coût total, n'est-ce pas, de la construction de cette route. Alors, là, ça peut paraître banal, mais le problème, c'est que lorsqu'on se souvient que le projet d'autoroute avait commencé à peu près de la même façon, où on fixe un prix initial, et après, on se retrouve avec des rallonges, et au finish, aujourd'hui, on ne sait même plus si c'est un projet d'autoroute qui est suspendu ou annulé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être inquiet au regard de ce type de manœuvre? Non, il y a lieu d'être vraiment très inquiet, et alors très inquiet. Parce que, voyez-vous, un enfant qui est né en 2011, aujourd'hui a 12 ans, le président Paul Biya a fait la promesse à ses populations, lors du comice agro-pastoral de 2011 à Ebolova, de construire cette route-là, Ebolova à Comme de Kribi. C'était une promesse présidentielle. Là encore, les gens ont cru, parce que moi je ne crois plus à ce qu'il dit, mais les gens ont cru. Il vous souvient qu'en 2022, il y a eu des manifestations de ce côté-là, des populations qui avaient bloqué la route. Et je crois qu'à l'époque, c'est 2 ou 3 ministres qui étaient descendus pour rencontrer nuitamment ces populations-là. Les tromper comme d'habitude, ils savent le faire. Et le ministre des Travaux publics a, au cours d'une réunion, le 29 mars exactement à Ebolova, il a promis le démarrage des travaux sur les ressources propres de l'État, c'est-à-dire les ressources prévues dans le budget d'investissement public de 2023. Là, c'est la même année. Nous sommes en 29 mars 2023. Curieusement, le 4 août, le président de la République autorise le Minepat à signer une première convention de 130,4 milliards de francs CFA. Et vous avez le 22 août une autre de 8 milliards. Pour le projet de construction de ces routes. Ce projet d'un linéaire, je crois, de 169,6 km au total, qui est important pour le désenclavement de la région du Sud. Et même sur le plan économique, dans le cadre des projets, voilà, des projets qui sont là, notamment le projet de fer, le port de Kribi, ça permet un certain nombre de choses. Et puis ça va permettre d'accorder la route sans minima. Voilà. Non pas congolaise, il y a une petite localité entre Ebolova, il y a un Balmo et Ebolova qui raccorde sans minima. Et cette route-là va permettre de raccorder pour compléter le dispositif jusqu'à la frontière avec le Congo. Donc, elle est extrêmement importante pour la région du Sud. Et c'est une promesse présidentielle. 2011. C'est-à-dire, il y a 12 ans. L'enfant né en 2011 a déjà 12 ans aujourd'hui. Donc, il a fallu 12 ans pour qu'on commence à vouloir démarrer le projet. Parce que ça n'a pas encore commencé. Hein? Le projet n'a pas commencé. On a signé le contrat de marché depuis, avec une entreprise italienne. Mais le projet n'est pas lancé. Actuellement, la délégation régionale des travaux publics du Sud est en train de faire des travaux pour que la route puisse circuler. Je pense que le ministère a fait une dotation spéciale de 150 millions de francs CFA à la délégation régionale pour ces travaux-là. Écoutez, maintenant en termes de coûts, au départ, on nous dit que le projet va coûter 122,4 milliards de francs CFA. Et après, il y a, ça grimpe à 130,4 parce qu'il y a 8 milliards de plus déjà. À partir de... après, le coût qui est prévisionnel qui était de 122 milliards, avant même que ça ne commence, on passe à 130,4 milliards. On n'a encore rien commencé. Avant même que ça ne commence, on est déjà passé à 108,4 milliards de francs CFA. Avant que ça ne commence, on va encore passer à plus que ça. Parce qu'au finish, selon mes informations, nous allons arriver au moins à 167 milliards de francs CFA. Oui, nous allons arriver à ça. Avec une contrepartie de l'ordre de 145 milliards pour le gouvernement camerounais. Parce qu'après, il faut savoir qu'il y a des primes qu'il faut payer à la UK Export Agency, qui a garanti le prêt qui a fait la Standard Chartered Bank. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les Camerounais comprennent ça. Donc, on est en train jusque-là de malmener les populations du Sud qui doivent, en gros, profiter de cette infrastructure-là. Et moi, ça me désole un peu parce que je disais,
Je disais l'autre jour, hier, à mes amis d'hier, mais c'est de ce côté-là, qu'on trouve les pauvres, les plus pauvres de ce pays. Il y en a beaucoup qui sont au sud. Les gens n'y croient pas, mais c'est la vérité. Parmi les plus pauvres, il y a beaucoup de populations du sud de là. Parce que quand on est loin, on croit que ces populations bénéficient de beaucoup. Mais toutes les élites là s'engraissent sur le dos des populations, vont raconter n'importe quoi aux populations. Et ce sont ces gens-là qui empêchent que des partis comme le MSC puissent aller dire la vérité, ouvrir les yeux de ces populations-là. Et ça, nous sommes en train de faire ce travail. C'est pourquoi ils ne nous aiment pas. Non, mais attention, vous avez en train de livrer les élites du Sud à la Vindicte populaire, là. Non, c'est pas moi qui les livre. Attends, lorsque l'autre avait écrit le livre, il n'était pas du Sud. Il s'appelait comment, là? Il était de mon village à ça. Non, s'il était de ça, dis-moi qu'il était de ça. Mais il me souvient quand même qu'il était du Sud. Et il a écrit. Le pays organisateur, il parlait de qui? C'est pas de ces mêmes élites. D'ailleurs, même Paul Biala a souvent parlé de ces élites-là. Oui, il a souvent parlé de ces gens-là. Des gens qui s'engraissent, qui ne font rien pour leur population. Qu'est-ce qu'elles font? Absolument rien. En dehors des intrigues, en dehors d'utiliser leur force pour pouvoir mater davantage de populations. Est-ce que vous avez le sentiment que pour ce projet-ci, au moins, qu'il y a un projet dans la région du Sud, qui est la région du chef de l'État, au moins les gens pourront être sérieux et le mener jusqu'au bout? J'ai des doutes. Parce que quand je lis l'annonce du ministre des Travaux publics faite en 29 mars, au cours d'une réunion à Ebolova, et ce qui se passe actuellement, lorsqu'il a fait, il a dit, les travaux vont commencer avec les ressources propres de l'État. Si les travaux avaient réellement commencé sur le terrain, on voit déjà l'entreprise alien qui a lancé les travaux, on pourrait croire. Mais de là, de mars à août, rien ne s'est passé. On ne voit rien sur le terrain, en dehors du reprofilage que la délégation régionale est en train de faire en régie, de l'ordre de 150 millions de francs CFA. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de début d'exécution du projet. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est un vieux projet que le chef de l'État a promis en 2011. Comment se fait-il que le démarrage a raté en 2022? Il était question d'abord que ce projet démarre en 2022. Ça a raté. On nous dit en mars 2029, on va démarrer peut-être le mois prochain. Ça a raté. Nous sommes en train de finir le mois d'août. On ne fait que signer les rallonges. Quand est-ce que le projet va vraiment démarrer? Et je suis convaincu au jour d'aujourd'hui que d'ici la fin d'année, ce projet ne va pas démarrer. Ça, je vous dis, on va en parler, vous allez voir que ce projet n'aura pas démarré sur le terrain. Sinon, pourquoi est-ce qu'il faut faire rapidement un reprofilage? Non, on aurait plutôt relancé le projet. Donc, on manipule les populations et c'est les populations qui perdent. Parce que, voyez-vous, il est très compliqué au Cameroun d'aller d'un chef de département à un chef de région. Oh, nous, c'est dans notre programme de 2018, notre proposition, c'est-à-dire que nous pensons que chaque chef-lieu de département doit être relié par route bitumée au chef-lieu de région. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, maintenant, par exemple, mon chef de département, c'est mon atelier. Est-ce que mon atelier est relié par une route bitumée au chef de région qui est Yaoundé? Non, allez voir la route, mon atelier Yaoundé qui passe par Okola. Elle ne ressemble à rien. À quelques kilomètres de la capitale. C'est de ça qu'il s'agit, la capitale poubelle en passant. Alors, Lucien Bidima, est-ce qu'il n'y a pas finalement une malédiction camerounaise en ce qui concerne la question des projets d'infrastructure dans notre pays? Quand vous écoutez le vent que vient de faire Roger Justin Noah, le chef de l'État a annoncé la construction de cette route Ebolova à Comme2-Kribi en 2011, au cours du comice agro-pastoral. Nous sommes aujourd'hui en 2023. 11 ans après, le projet n'a pas démarré. Pourtant, le premier, la signature de la convention, du contrat commercial a eu lieu en 2012. Et avant même que le projet ne démarre, il y a des rallonges qui n'en finissent pas. Il y a ce cas. Il y a le cas de l'autoroute Douala-Yaoundé, ou mieux, Yaoundé-Douala. Aujourd'hui, on ne sait plus si cette autoroute a été abandonnée, si les travaux sont suspendus, ou bien si on est passé à autre chose. Pourtant, il y a eu également des rallonges à un point fini. Je ne vais pas revenir sur le complexe sportif de Lembé, parce qu'on se souvient quand même que pour le complexe sportif de Lembé, les travaux avaient démarré en mars 2017 et ils devaient être bouclés au bout de 30 mois. Aujourd'hui, 77 mois après, le complexe n'est toujours pas livré. À la limite, c'est peut-être le stade de football qui est prêt. Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction camerounaise en matière d'infrastructure, de projets d'infrastructure d'infrastructure de façon globale? Je crois qu'il ne faut pas aller dans la stigmatisation d'un projet qui se passe au sud. Je voudrais vous prendre aussi quelques exemples.
toute la région, oui, non, toute la région de l'Ouest est presque bitumeuse aujourd'hui. Vous ne la faites pas écho. La route Yaoundé-Bafoussam aujourd'hui est l'une des meilleures routes. Ça, c'est vrai. Et quand vous quittez Bafoussam, vous pouvez, il parle des chefs-lieux d'arrondissement, dites-moi, des chefs-lieux de département, dites-moi un seul département à l'ouest qui ne soit pas relié par la capitale régionale, c'est-à-dire Bafoussam par une rue de Bitumé. Une seule. Bafoussam. Vous racontez. Alors, Vous avez dit une seule canon. Non, écoutez, non, voilà, il doit préciser même des choses. Je veux dire, quand on fait le problème d'infrastructure au Cameroun est un problème global. Lorsque le président de la République, lui, il définit la politique de la nation, il appartient à l'exécutif, Premier ministre, chef du gouvernement et les ministères concernés, de mettre en phase les moyens pour exécuter cette politique-là. Lorsque le président de la République annonce, comme vous le dites, au commerce agropastoral il y a 12 ans, qu'il y aura une route, ce que vous ne savez pas, c'est qu'au même moment, au sud, on ne peut pas mettre de côté le fait qu'il y a d'autres routes qui ont été faites entre-temps. Regardez la route qui passe à Zoé-Télé. C'est l'une des meilleures routes maintenant. C'est-à-dire le contournement de Zoé-Télé jusqu'à 100 mm. Cette boucle-là, ça n'existait pas en 2012. Mais c'est l'une des meilleures routes aujourd'hui. Regardez quand vous êtes à Mengon pour arriver à 100 mm. Ça a été fait. Ce n'était pas d'acquis en 2012. Donc d'autres travaux aussi sont faits de ce côté-là. Donc, quand le président de la République dit qu'il fallait mobiliser... il a dit ça en 2011. Permettez. En 2011. Il faut mobiliser les moyens pour faire telle ou telle route. Je vous dis que... Vous prenez 15 ans pour mobiliser les moyens. Entre-temps, d'autres routes au sud sont faites. Entre-temps, l'évaluation qu'on a fait en 2011 ne peut pas être la même évaluation aujourd'hui. À cause justement de cette hyperinflation. Parce que les problèmes pour faire une route, ce n'est pas comme M. Noir dit, prendre la moto et aller à ça, c'est des études. Il faut réadapter l'environnement financier, l'environnement économique, il faut rechercher les moyens. L'État a toutes ces possibilités. Nous ne sommes pas, quand vous parlez de notre taux d'endettement, nous ne sommes pas aussi endettés à aller dans les pays, même les plus développés, aller en France. Vous connaissez le taux d'endettement de la France ou même des États-Unis aujourd'hui, la première puissance mondiale. C'est ça qui est question. Alors, mais j'ai dit, je reviens. Sur cette question d'endettement, en réalité, le problème n'est pas tant l'endettement. Le problème, c'est la qualité de la dette. Non, c'est pour cela que je vais dire, le président de la République a pris une décision. Tout ce que vous devez savoir, c'est que quand le chef de l'État parle, cette décision-là finit par en être exécutée. Mais maintenant, il faut rechercher les moyens. Et je tiens à vous dire, et je ne fais que vous dire, que cette route-là va voir son exécution acquise, mais qu'il n'y a pas que cette route. Parce qu'entre-temps, l'État du Cameroun ne s'arrête pas. Nous sommes à près de 2000 km bitumés de 2011 à date. Ça veut dire que l'État du Cameroun ne s'arrête pas. Le président Paul Biya gère tout le pays. Le président Paul Biya ne gère pas que la route de Mengon. Non, la route à Comte. Mais nous devons dire que il n'y a même pas que les routes. Il y a d'autres problèmes. Les problèmes de l'éducation, les problèmes de la sécurité. En 2011, je ne sais pas si on faisait les mêmes dépenses de sécurité que nous faisons aujourd'hui. Je ne sais pas, il faut lutter contre Boko Haram. Je ne sais pas, il faut aller au niveau du nord-ouest. Alors, l'État a des flux, des dépenses qui sont parfois prioritaires les uns les autres. Si vous connaissez ce qu'on appelle la dépense stratégique. La dépense stratégique est là pour essayer de dire qu'on peut prioriser à temps quelle dépense par rapport à l'autre. Mais ce que nous devons être, c'est qu'aujourd'hui, nous devons en être fiers de savoir que finalement, il y a eu la levée des fonds. Le président de la République a autorisé cette levée de fonds pour faire cette route et cette route sera faite. Et je m'incline toujours en faux de la stigmatisation des élites du Sud. Non, monsieur Noir. Mais parlez aussi de vos propres élites. On ne peut pas passer, on ne peut pas passer le temps, parler des élites de l'Ouest, parler des élites du Nord. On ne peut pas passer le temps. Cette histoire tribaliste-là, je suis toujours
très remonté. Il n'y a rien de tribal. Lorsque on en C'est vient à pareil mon partout. vision, à croire que les élites du Sud ne font rien, je dis non. Les élites du Sud, comme les élites de l'Ouest, comme les élites du Nord, comme les élites de l'Est, travaillent en étroite collaboration pour Elles ne font améliorer Elles ne font peut-être rien en dehors le de quotidien s'engraisser. de leur population. Mais vous venez toujours là à faire quoi? Comme si Autant que élites les du élites de Sud- chez moi, les qui passent le élites temps à du Sud s'engraisser, ont un à venir problème. tromper Alors, mais pour je vais l'opposition. vous dire quelque chose. Laissez ça. Malheureusement, je ne vous le souhaite pas arriver au pouvoir parce que le Cameroun est On un fera pays jamais ça. complexe. On ne fera Le jamais Cameroun ça. est un pays complexe. Et je ne viens pas ici à stigmatiser le fonctionnement du MRC. Non. Je en viens à dire que il ne faut toujours pas jeter les élites, mieux les élites du Sud, comme s'ils ne faisaient Monsieur rien. Bidima, Alors, mais j'ai dit, laissez les élites parler je de la ne route. suis pas... Nous je parlons ne- de la route. Ce ne Et sont volons pas pas à les comme élites. deux Kribi. Ce ne- Parlons de la route. Nous parlons de la route là. Ce ne sont pas les élites du Sud qui prendront l'argent dans leur propre poche pour faire cette route-là. C'est un Avec tout projet de l'argent l'État. qu'elles volent là, elles doivent faire C'est des un choses. projet de l'État. Avec tout l'argent qu'elles volent, Et elles alors, doivent faire des je choses. viens, monsieur Noir, vous n'avez pas la capacité d'écoute. Et je vous Non, il dis, ne s'agit pas de j'ai casser les toujours routes. à On vous va vous laisser rappeler dire n'importe que vous quoi. êtes sur Equinox. Vous êtes sur Equinox et le droit de réponse est l'une des émissions les plus On va vous suivies. laisser dire n'importe Laissez au moins mon argumentaire. Alors, mais je termine en disant que, effectivement, à un moment donné, je te supplie que M. Monod a cité un certain nombre de responsables qui aujourd'hui se retrouvent dans les problèmes. Le président de la République est clair. Les problèmes de détournement, il ne badine pas avec. La preuve est que il a dit, il y a les secrétaires généraux, les anciens ministres, etc., les premiers ministres même qui sont allés en prison. Ça veut dire que le président de la République n'est pas partisan en ce qui concerne les problèmes de détournement. Les problèmes politiques de développement, d'accroissement des infrastructures, le président de la République y veille. Moi-même, je peux vous faire état de ça, la route, soit, et ce, Hawaï, qui connaît aujourd'hui quelques difficultés. Et moi, personnellement, comme président des élites de ma localité, j'ai écrit officiellement au chef de l'État. J'ai saisi officiellement le ministre. Et le ministre est descendu sur le terrain il y a moins de 6 mois. Il y a moins de 6 mois. J'ai écrit personnellement pour dire au chef de l'État que voilà concrètement la situation de soi et ce Hawaï. Il faut à tout prix que cette route-là, qui est à quelques encablures d'ici, parce que cette communauté là donne beaucoup en ce qui concerne nos marchés. Il faut à tout prix le faire. Ça veut dire que nous, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est que ça, je peux attirer l'attention. Et j'ai été immédiatement compris. Pourquoi non seulement j'ai été reçu à la présidence, pour qu'on essaie de discuter ces problèmes de développement, mais mieux, le ministre personnellement des Travaux publics m'a écrit. Nous avons fait des séances de travail et il est descendu sur le terrain et il a relancé les travaux de ce côté. Donc c'est dire que les travaux continuent. Il a même changé d'entreprise en passant. Les entreprises vont J'ai cru que c'était déjà fini. Alors mais ça veut dire quoi? Le rôle de l'élite est là pour sensibiliser. Le rôle de l'élite est pour rester à l'éveil. Mais ce n'est pas moi, Bidima, avec mon petit salaire, que je prendrais pour faire une route. Je n'en ai pas les moyens ni les capacités. Mais je dois juste éveiller les pouvoirs publics. Et parce que ces pouvoirs publics-là, même le chef de l'État le dit, ce n'est pas le RDPC. Ce n'est pas forcément le RDPC qui a tous les cadres du ministère des Travaux publics, du ministère des Finances, etc. C'est-à-dire que chacun doit faire son travail. Qu'est-ce que le président Paul Biya nous demande? Que à chaque fois, posez-vous la question, est-ce que je suis important pour le Cameroun? Le petit travail que je fais, est-ce que je le fais mieux? Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui interpeller la conscience nationale et populaire et individuelle de tout le monde qui travaille quelque part. Ce n'est pas un problème du président de la République, il définit la politique. Mais nous, les acteurs sur le terrain, nous avons le pouvoir et le droit d'aller au bout de ce que le président de la République nous interpelle. Et lui, il a fait, et je vais vous dire aujourd'hui que moi je suis d'avis. Pourquoi? Parce que les élus du Sud se sont mobilisés, elles aussi, ces élites-là, pour dire non, il faut que cette route démarre. Et finalement, l'État du Cameroun a trouvé les moyens pour faire démarrer. Mono, on va aller un peu rapidement sur ce sujet parce qu'on a un dernier thème que nous allons évoquer avant la fin de cette émission sur ces projets d'infrastructures routières.
qui commencent, s'arrêtent, sont suspendus, repartent et au finish, on n'a pas l'impression que ça avance vraiment. C'est quoi véritablement le problème? Est-ce qu'il est possible de faire mieux? De notre petite expérience, nous avons toujours observé que lorsque le président de la République vous promet quelque chose, considérez d'abord cela comme du pipeau jusqu'à ce que vous recevez cette chose promise ou que vous la voyez de vos petit salaire que je prendrais pour faire une route, je n'en ai pas les moyens ni les capacités. Mais je dois juste éveiller les pouvoirs publics. Et parce que ces pouvoirs publics-là, même le chef de l'État le dit, ce n'est pas le RDPC. Ce n'est pas forcément le RDPC qui a tous les cadres du ministère des Travaux publics, du ministère des Finances, etc. C'est-à-dire que chacun doit faire son travail. Qu'est-ce que le président Paul Biya nous demande? Que à chaque fois, posez-vous la question, est-ce que je suis important pour le Cameroun? Le petit travail que je fais, est-ce que je le fais mieux? Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui interpeller la conscience nationale et populaire et individuelle de tout le monde qui travaille quelque part. Ce n'est pas un problème du président de la République, il définit la politique. Mais nous, les acteurs sur le terrain, nous avons le pouvoir et le droit d'aller au bout de ce que le président de la République nous interpelle. Et lui, il a fait, et je veux vous dire aujourd'hui que moi je suis d'avis. Pourquoi? Parce que les élus du Sud se sont mobilisés, elles aussi, ces élites-là, pour dire non, il faut que cette route démarre. Et finalement, l'État du Cameroun a trouvé les moyens pour faire démarrer. Mono, on va aller un peu rapidement sur ce sujet parce qu'on a un dernier thème que nous allons évoquer avant la fin de cette émission sur ces projets d'infrastructures routières qui commencent, s'arrêtent, sont suspendus, repartent et au finish, on n'a pas l'impression que ça avance vraiment. C'est quoi véritablement le problème? Est-ce qu'il est possible de faire mieux? De notre petite expérience, nous avons toujours observé que lorsque le président de la République vous promet quelque chose, considérez d'abord cela comme du pipeau jusqu'à ce que vous recevez cette chose